Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien et que vous entendrez bien Romain et Raphaël dès qu'ils seront plus mutés et qu'ils vont parler. Euh, N'hésitez pas à nous dire dans le chat si tout va bien. Merci pour votre présence. Je m'appelle Yannick et je m'occupe du marketing et de la communication chez Didomi. Je suis accompagné de Romain et de Raphaël qui vont se présenter juste après, qui sont cofondateurs de Didomi. Et on a le plaisir de commencer une session hebdomadaire jusque le surlendemain du dernier jour de la mise en œuvre des recommandations CNIL, c'est-à-dire le 2 avril, tous les vendredis à 10h30. Merci Carmen. Tous les vendredis à 10h30, nous, mais aussi d'autres personnes de chez Didomi et des partenaires qu'on va vous présenter juste après. On se tient à votre disposition pendant 1 heure pour un format interactif pour vous représenter, si vous le souhaitez, les recommandations CNIL dans les grandes lignes. On ne va pas aller dans le détail, même si on peut. Et pour répondre aux questions d'ordre réglementaire, d'ordre pratique, d'implémentation technique ou juridique. On va se faire accompagner par des partenaires, comme je vous l'ai dit. Bonjour Françoise. Et on est là pour vous. N'hésitez pas à inviter ou à inviter des personnes, des proches, des collègues ou à partager autour de vous à l'avenir. Parce que l'objectif, c'est que la session soit ouverte et soit utile au marché au sens large et soit pas juste une session dédiée par exemple, aux clients Didomi ou autres. Vous pouvez très bien ne pas utiliser Didomi, ne pas connaître Didomi et venir participer. On est là pour ça. Je laisse Romain et Raphaël se présenter. Oui, merci Yannick. Donc bonjour à tous. Romain Gauthier, je suis cofondateur et actuel CEO de Didomi. Je suis très heureux d'être parmi vous. Bonjour, je suis Raphaël Boucris, donc je suis un des cofondateurs et je suis le directeur commercial de Didomi. Ravi également. Merci à vous deux. Je me permets de rappeler ce que fait Didomi pour ceux qui ne nous connaissent pas, même si je pense que dans la salle, pas mal de gens nous connaissent. Notre objectif, notre mission, notre raison d'être, c'est de placer le consentement, la permission, l'autorisation et les préférences utilisateurs au sens large au cœur de la stratégie des organisations et des entreprises, au bénéfice du client, évidemment, de l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on est là. Et les recommandations CNIL s'insèrent évidemment dans ce grand contexte. Mais on est un acteur européen avec et même mondial avec des clients dans différents pays. Donc notre raison d'être, c'est ça. Comment est-ce qu'on le fait aujourd'hui très concrètement par différentes solutions qu'on propose ou produit. Une Consent Management Platform, plateforme de gestion de consentement, CMP, qui permet aux entreprises sur web mobile, Unity, demain TV connecté et autres formats de collecter le consentement des utilisateurs. Un Preference Center, un centre de gestion des préférences qui permet à chaque utilisateur de moduler ses préférences au sens vraiment large de communication, ses préférences de consommation et autres. Donc on propose une solution pour ça qu'on déploie chez un certain nombre de clients. Et puis évidemment, étant donné que nos clients utilisent différents systèmes d'information et différents outils, on s'intègre avec eux. On fait en sorte de pouvoir leur parler. Et notre grande force, c'est de pouvoir, pour un client donné, s'adapter à ses besoins pour faire en sorte que les outils se parlent bien entre eux et que le consentement soit bien au cœur de la stratégie ou du système d'information ou du système légal, du système de partenaires, tout l'écosystème de l'entreprise. Je voudrais juste donner deux slides d'introduction qui sont prises d'un webinaire qu'on a fait le mois dernier, non ce mois-ci d'ailleurs, on est toujours au mois de janvier, avec As Avocat, dans lequel on a parlé de certaines amendes récentes qui ont été infligées par la CNIL, donc à Google, Amazon et Carrefour, toutes pour défaut de consentement, enfin, absence de consentement avant dépôt de traceur. Donc je vous invite si vous le souhaitez, à aller voir le webinar, le replay sur notre chaîne YouTube. Je vais le mettre dès que j'ai passé la parole dans le chat. Voilà, donc quelles leçons en tirer, c'est que la CNIL écoute, la CNIL regarde, que vous soyez une entreprise française ou internationale ou à l'étranger, la CNIL vous demande de respecter les règles de consentement qu'on va aborder. Et il est important, au-delà de la valeur financière des amendes, mais aussi pour l'image que reflète votre entreprise, de pouvoir s'y conformer avec Didomi ou d'autres. Évidemment, les 3 entreprises qui sont ici n'ont pas toutes un besoin de CMP. En tout cas, Google, Amazon, ils ont leur propre outil. L'objectif, c'est quand même de laisser à l'utilisateur le choix de pouvoir consentir à l'utilisation de traceurs de toute forme et de tout type, pas que des cookies, avant qu'ils soient utilisés sur leur device.
On a aussi un autre cas d'usage ou un autre type de problème que la CNIL regarde de près et où il y a eu aussi il y a peu des amendes ou une amende, c'est le non-consentement à la prospection commerciale, par exemple, ici dans le cadre de l'utilisation d'email, dans lequel une entreprise française très dynamique, hein, de livraison de repas de la Startup Nation, etc., qui, si on peut dire ça comme ça, a été sanctionnée. Alors le risque financier, enfin le montant financier est relativement faible, vous allez pouvoir me dire, pour des entreprises qui lèvent des millions peut-être, mais en termes d'image, c'est pas exceptionnel, et en termes d'usage, c'est pour les utilisateurs, c'est encore moins positif de recevoir des mails de prospection non sollicités sans consentement. Donc la CNIL regardera aussi ça. Donc aujourd'hui, on va parler de recommandations CNIL en termes de consentement cookie et traceur, mais il s'agit aussi de pouvoir respecter le consentement sur d'autres formats quand vous êtes une entreprise ou une organisation. Didomi travaille avec beaucoup de clients français et étrangers, en France et à l'étranger. Donc vous avez ici un petit tour d'horizon. Voilà, ça ce sont quelques références sur les différents produits qu'on a, qu'on propose. Donc l'ACMP côté cookie, mais aussi le Preference Center qui est déployé chez certains de ses clients. Et je termine mon introduction avant de laisser la parole à Romain par vous représenter ou vous répéter entre guillemets le format. Donc le CNIL Cookie Countdown, c'est une session hebdomadaire à 10h30 qu'on va. Vous avez ici la liste de toutes les dates avec tous les intervenants. On est très content de pouvoir vous parler avec différents intervenants internes. Il y aura des intervenants techniques, il y aura notre DPO Charlotte, il y aura des responsables partenariats, il y aura beaucoup de gens qui vont pouvoir vous parler des différents sujets dans les prochaines semaines. Et on a le plaisir aussi d'avoir des partenaires qui nous ont exprimé leur intérêt ou déjà validé d'ailleurs la participation. Parmi eux, Accenture, qui sera là le 19 février, Converteo le 12 février, 55, D&D et Columbus Consulting qui sera avec nous la semaine prochaine, Guillaume Ozol de Columbus Consulting, qui va notamment pouvoir parler de recommandations en termes de consentement sur des TV connectés, mais pas que. Donc n'hésitez pas, si vous êtes partenaire, à nous solliciter. On a déjà beaucoup d'intérêt et beaucoup de monde, mais si vous voulez participer à une des sessions, vous êtes les bienvenus. Et on peut maintenant commencer. Romain, je te laisse la parole. Oui, merci Yannick pour cette introduction. Donc l'idée est assez simple, c'est de vous fournir le maximum d'informations pratiques sur ces recommandations CNIL, comment les mettre en œuvre, quels sont les défis qu'on voit apparaître dans cette mise en place, etc. Donc surtout concentrer notre intervention sur les questions qui sont pertinentes. Voilà, pour commencer, je vais faire un petit rappel du contexte de ces recommandations. Donc d'où ça vient, qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que ça couvre, pour que voilà, pour ceux pour qui ça ne serait pas encore complètement clair, vous ayez de quoi vous appuyer. Donc ces recommandations CNIL, elles sont le fruit d'un travail au long cours. Donc ça démarre assez loin, ça démarre avec la directive e-privacy dans les années 2000, je dirais les premières recommandations CNIL sur les traceurs datent de décembre 2013. Elles ont été révisées en juillet 2019 avec des lignes directrices. Donc ça, c'est un texte qui, sur la base duquel en fait se sont dessinées les recommandations. La CNIL, depuis le RGPD, mène aussi un travail avec l'industrie pour s'assurer que les réalités pratiques des entreprises soient bien prises en compte dans la façon dont la loi est mise en place. Et donc, il y a eu un dialogue qui a eu lieu tout au long de l'année 2019 et partiellement en 2020 sur ce sujet. Je dirais il y a eu un petit retard dans la mise en place de ces recommandations qui est dû à l'intervention du Conseil d'État qui a réagi suite à une plainte d'un certain nombre d'acteurs sur les lignes directrices de 2019 et qui, en juin, a tranché par une décision décision de juin 2020 qui a annulé partiellement les lignes directrices de juillet 2019, forçant la CNIL à revoir sa copie, chose qu'elle a faite en octobre, donc le 1er octobre 2020, avec une version donc finale des lignes directrices liées au consentement traceur, et dans le même temps la publication des recommandations quant à l'interprétation pratique de ces lignes directrices. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment de ça.
c'est comment prendre en compte ces recommandations, ces lignes directrices dans la mise en œuvre pratique de votre consentement lié au traceur. Et pourquoi ce cookie countdown? Parce que la CNIL, le 1er octobre, et depuis le début en fait, du processus, avait annoncé une période de transition de 6 mois laissée aux acteurs, laissée aux professionnels pour se conformer à ces recommandations et à ces lignes directrices. Donc cette période de 6 mois s'est ouverte le 1er octobre et se terminera donc le 1er avril. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la CNIL n'est pas obligée de respecter cette période de 6 mois. En fait, dans la pratique, elle pourrait tout à fait procéder à des contrôles et des sanctions dès maintenant, chose qu'elle a faite d'ailleurs dans le passé. Mais en général, je dirais, c'est vraiment une occasion, la dernière occasion de prendre le temps de se mettre en conformité avec ces recommandations sans trop de risques de sanctions avant le 1er avril. Donc, une opportunité à saisir, je dirais, pour y arriver à temps. Donc le consentement, on va peut-être pas revenir trop dessus, ça commence à être une notion assez bien comprise, je dirais, par tout le monde, y compris par vos utilisateurs, vos internautes, vos clients. C'est la manifestation libre, spécifique, éclairée, univoque, par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou un acte positif clair, j'insiste sur ce mot-là qui est, je dirais, qui est au cœur des recommandations, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Donc ça, c'est la définition juridique. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce qu'on décline ça de façon pratique pour la question du consentement au traceur sur un site internet donné, dans une application mobile donnée. Et ce, voilà, sur toutes les réalités que peuvent couvrir ces différents aspects dans vos entreprises. Donc la CNIL, dans ses lignes directrices et recommandations, apporte un certain nombre de réponses très claires à des questions que vous vous posez, donc que nous allons parcourir. J'insiste, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que forcément, je passe assez vite sur certains sujets, et il y a peut-être des réalités qui vous sont particulières, sur lesquelles vous souhaiteriez avoir un éclairage. Donc n'hésitez pas. Donc, ce que dit la CNIL de façon très claire, c'est que ces lignes directrices et ces notions de consentement ne portent pas uniquement sur les cookies, et c'est probablement, je dirais, une erreur ou un raccourci fait un peu trop souvent. Ça porte sur les traceurs, et les traceurs, ça couvre bien entendu les cookies, mais pas seulement. Donc toute forme de tracking qui peut être envisagée, et Dieu sait si la technologie peut être créative de ce côté-là, est concernée par ces notions de consentement. Donc on ne peut pas procéder à la lecture ou à l'écriture de quoi que ce soit sur un appareil sans un consentement. Ça, c'est e-privacy. Et plus largement, il faut bien avoir en tête que les traceurs, il y en a partout. Je sais que dans les travaux qu'on avait fait avec la CNIL en 2019, la CNIL parlait des machines à laver connectées, des frigidaires connectés, comme étant également susceptibles d'utiliser des traceurs, et rentrant naturellement dans le champ de ces recommandations. Alors ça, c'est peut-être un extrême qui est pas très qu'on ne vérifie pas beaucoup aujourd'hui, mais il faut quand même l'avoir en tête. Je pense avoir une vision assez large du périmètre que couvrent ces traceurs avant de procéder à la mise en place du consentement. Bien faire ce travail de mapping, de découverte de où sont vos traceurs chez vous, avant de demander le consentement à l'utilisateur. La nouveauté principale de ces recommandations, c'est la CNIL met fin à des pratiques liées au consentement traceur qui avaient vigueur jusqu'à présent, qui était la notion enfin, toutes les nuances qu'on pouvait trouver autour de la notion d'acte positif clair. La CNIL tranche cette question en disant, voilà, un acte positif clair, ça n'est pas le scroll, ça n'est pas la poursuite de la navigation, c'est un clic sur un bouton qui dit j'accepte. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-là de ce webinaire. La CNIL insiste sur l'idée de symétrie de choix, donc la capacité de pouvoir s'opposer aussi simplement qu'on accepte, chose qui jusqu'à présent n'était pas du tout le cas sur les sites internet et dans les applications mobiles, donc ce que vous voyez au quotidien. C'est un choix qui voilà, porte naturellement beaucoup plus sur l'acceptation, ce qui conduit à des taux de consentement très importants, de l'ordre de 90 à 95%. Et au fond, voilà, je pense que peu d'entreprises aujourd'hui ont
ont une bonne compréhension de ce que ce changement-là va vouloir dire. Ce que ça va vouloir dire, c'est qu'un certain nombre d'internautes vont pouvoir s'opposer facilement au dépôt et à l'utilisation de traceurs, ce qui va conduire à des taux de consentement moindres, ce qui va donc conduire à une moindre capacité de suivre les personnes, de faire de l'analytics, d'engager toute une série d'actions marketing sur leur passage sur votre site ou votre application mobile, etc. Donc on pourra rentrer un peu plus dans le détail, mais c'est important, voilà, d'avoir ce changement à l'esprit qui est un changement aussi assez important lié à la mise en place de ces recommandations. Romain, peut-être que je peux te donner une question qui est posée par Claude, Oui. qui dit: «J'ai du mal à trouver des réponses précises pour la partie B2B. Est-ce que vous aurez des documents ou des références spécifiques en plus de la CNIL? Est-ce qu'il y a une exception B2B? Est-ce que ce contexte se distingue des autres?» Voilà. Alors, sur le sujet du consentement lié aux traceurs, non, pas du tout. Il n'y a pas d'exception B2B. C'est, enfin, je dirais ça. Vous, en tant qu'entreprise, site B2B, vous êtes tenu d'appliquer ces recommandations de la même manière que n'importe quelle autre entreprise. Je prends l'exemple de Didomi. Voilà, si vous vous rendez sur le site de Didomi, vous verrez ce qu'est une notice de consentement conforme aux recommandations et la façon aussi dont on essaye d'en tirer avantage, nous, de notre côté. Parce que voilà, c'est un vrai changement que de poser la question clairement à l'utilisateur. Donc il y a toute une série d'éléments qu'il faut avoir en tête quand on met en place sa notice de consentement. Et voilà, nous on s'applique à nous-mêmes ce qu'on prescrit à tout le monde. Donc vous pouvez aller voir, mais pas de distinction particulière pour les entreprises B2B en matière de consentement au traceur. Je pense que vous faites aussi référence à la prospection, donc la prospection commerciale. Et effectivement, là, il y a une exception liée à l'activité B2B dans laquelle on pourra fournir peut-être le lien de la CNIL, sur le site de la CNIL qui décrit précisément cette exception sur laquelle vous pouvez vous appuyer en cas de contrôle. Il faut toujours avoir en tête que même si vous n'avez pas forcément besoin du consentement dans un environnement B2B, il y a un droit d'opposition et il y a toujours les droits RGPD liés à l'accès, rectification, suppression des données. Donc qu'il faut être en mesure de mettre en œuvre. Et même si ça n'est pas une obligation, ça peut être aussi une bonne idée en fonction de votre activité que de poser la question aux personnes. Alors, je vois une autre question. Il y a d'autres questions, je te laisse les prendre. Vas-y. Alors, dans la symétrie de choix, devra-t-on avoir un seul et unique mot par bouton ou on aurait le droit d'avoir, par exemple, refuser versus accepter et fermer? Quelles seraient les pratiques acceptées sur le wording des boutons à partir d'avril, j'entends? Très bonne question. Alors déjà, je vais citer les termes qu'utilise la CNIL dans ses recommandations pour donc le premier niveau de consentement, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va voir immédiatement. Donc la CNIL suggère toute une série de noms pour ces boutons. Donc tout accepter versus tout refuser, j'autorise, je n'autorise pas, j'accepte tout, je n'accepte rien, autoriser, interdire, consentir, ne pas consentir. Et à côté, donc le bouton qui permet d'aller plus loin, donc d'accéder au deuxième niveau, de modifier ses choix par finalité. La CNIL suggère personnaliser mes choix ou décider par finalité. Ça, c'est le wording de la CNIL sur ces boutons. Je pense que déjà le terme symétrie de choix n'est pas dans les recommandations. C'est vraiment quelque chose, c'est une façon synthétique de résumer les recommandations. Et là, je peux citer la CNIL aussi sur ces aspects. La CNIL recommande de s'assurer qu'une option n'est pas rédigée de telle manière qu'une lecture rapide ou peu attentive peut laisser croire que l'option sélectionnée produit l'inverse de ce que les utilisateurs pensaient choisir. Donc ça, c'est clairement voilà, tout ce qui a trait au design trompeur, au dark pattern, qui sont à éviter. Il me semble que le fait de dire accepter et fermer ne fait pas partie de ces pratiques trompeuses, dans le sens où, au contraire, on voit clairement de quoi il s'agit. Et donc, de mon point de vue, ça reste voilà, une interprétation à partir de ce qu'on voit, c'est tout à fait acceptable. C'est d'ailleurs ce que nous, on met en œuvre sur notre site. Et voilà, pour moi, l'essentiel, c'est la clarté du message, c'est que l'utilisateur comprenne très bien ce qui va se passer quand il appuie sur un des boutons. Et dans l'option que vous proposez, c'est-à-dire mettre accepter, fermer à côté d'un bouton refusé, pour moi, il y a symétrie de choix. Vous pouvez tout à fait
très simplement en un clic, sans un effort supplémentaire, refuser les cookies. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Quid des logiques des sites B2B en mode SaaS avec login, etc. Alors non, vraiment, en fait, il n'y a pas de distinction. C'est-à-dire que vous soyez... dès lors que vous avez un site internet qui utilise des traceurs, donc qui dépose ou qui lit des cookies, vous avez besoin d'un consentement. Il n'y a pas d'exception sur ces notions-là liées à votre activité. Il y a des exemptions liées à la nature des traceurs. Je pense qu'on y reviendra. C'est souvent une question qui ressort, mais en général, vous avez de toute façon besoin de consentement. Par exemple, si vous faites de l'analytics, vous avez un site, une solution SaaS derrière un login, et dans cette solution, vous faites du tracking de l'usage de vos utilisateurs, vous avez besoin du consentement avant de pouvoir le faire. Là encore, voilà, c'est une problématique qu'on connaît bien parce qu'on la rencontre, nous, en tant que fournisseur de solutions SaaS. Par rapport à la prospection commerciale, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous apporter plus d'explications sur le système de opt-in et opt-out du RGPD? Alors, opt-in, opt-out, ce sont des termes qui ne sont pas dans le RGPD, c'est des sortes de raccourcis que tout le monde fait autour du consentement. Je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est la notion de consentement, d'une part, qui doit permettre d'accepter, de refuser, donc opt-in, opt-out, du droit d'opposition, c'est-à-dire la capacité de s'opposer spécifiquement à un partenaire, un traitement en particulier. Et donc voilà, il faut avoir en tête ces deux aspects-là. Par exemple, un traitement sur les données personnelles peut s'appuyer sur une base légale autre que le consentement, l'intérêt légitime, et néanmoins nécessiter le fait de mettre en place un droit d'opposition sur ce traitement auprès de vos utilisateurs. Par exemple, sur l'analytics exempté de consentement, comme peuvent le faire des partenaires comme AT Internet, il doit subsister un droit d'opposition. C'est-à-dire que vous devez permettre aux personnes qui le souhaitent de pouvoir s'y opposer, donc de n'avoir vraiment plus d'analytics, même si la base légale pour ces traitements-là, pour l'analytics exempté de consentement, n'est pas le consentement, bien sûr. C'est une autre base légale, l'intérêt légitime souvent. J'espère que ça répond à la question. Prospection commerciale. Alors voilà, on a partagé le lien. Connaissez-vous un plugin WordPress? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Généralement, déployer une solution de gestion du consentement dans WordPress est tout à fait possible. Donc voilà, on peut certainement regarder un peu plus en détail la question si vous le souhaitez. Peut-être qu'on peut revenir sur certaines questions à la fin. Oui. Alors, je dis pas ça pour tout le monde de manière générale, mais sinon, il y a un certain nombre de choses qu'on pourra peut-être pas aborder. Je ne sais pas si ça va, okay. Romain. Oui, non, bah alors, enfin, moi, je pense que la session a pour objet de répondre aux questions. Alors, peut-être qu'effectivement, on peut avancer sur certains aspects qui répondront peut-être à d'autres questions. Peut-être qu'on peut, voilà, on peut parcourir, balayer avec Raphaël les recommandations pour déjà voilà, répondre en général à un certain nombre de questions qu'on voit souvent se poser. Oui, tout à fait. Donc, bon, je vais aller assez vite parce qu'il y a beaucoup de questions et effectivement, c'est le but d'y répondre. On a repris justement les mock-ups que vous pouvez retrouver sur le site de la CNIL à gauche, sur justement des formats qui sont proposés donc, et directement activables, puisque c'est ce qui manquait par rapport à avant. Il y avait très peu de mock-up disponibles. Donc, on restait avec le seul schéma possible, une symétrie parfaite entre tout accepter et tout refuser, qui fait assez peur finalement, notamment pour les éditeurs de presse qui risquent une forte baisse du taux de consentement. Donc, ce qu'on retrouve, donc il y a deux documents, il y a les recommandations et les lignes directrices qui ont été publiées fin septembre, début octobre 2020. Donc, il y a différents exemples et il y a des alternatives à tout accepter, tout refuser. Donc, la CNIL laisse la porte ouverte à des schémas, comme vous pouvez le voir là à gauche, avec en bas de la modale de consentement,
tout accepter ou personnaliser mes choix. Et en haut à droite, une mention continuer sans accepter. Attention, quand on dit continuer sans accepter, c'est un peu comme si on avait refusé, puisque en tout cas les traceurs ne vont pas pouvoir s'activer puisque vous n'avez pas accepté. Donc vous allez naviguer, mais tout ce qui est traceur tiers et qui doivent être soumis au consentement ne seront pas activés. La poursuite du scroll, donc en France il y a eu pas mal de tolérance sur cette partie-là, même si au niveau européen le Conseil des CNIL avait déjà publié beaucoup de décisions contre. Donc c'est la fin du scroll, le fait de bouger sa souris et de poursuivre la navigation comme un acte de consentement. Fournir l'identité des responsables de traitement, à qui on va fournir justement les données personnelles vont être communiquées, la preuve du consentement. Il faut être capable, comme le dit la CNIL, à tout moment de pouvoir fournir la preuve avec un versionning, donc quel modèle de consentement a été consenti, la preuve du consentement et autres, et une recommandation sur un délai de conservation. Donc c'est une recommandation de conserver 6 mois le refus. Donc ça qui est un point quand même assez important, même s'il y a marqué que le délai sera apprécié au cas par cas, le fait de ne pas sursolliciter en cas de refus, et par contre si la personne accepte, pendant 1 an, je ne vais plus du tout la solliciter. Donc une réflexion aussi assez importante. Raphaël, pour répondre à la question de Franck justement sur ce point-là, on ne peut donc pas garder le consentement positif 6 mois et le négatif 30 secondes. Il faut qu'il y ait un équilibre. Le consentement, oui, s'il y a un refus, en fait, même nous, on a eu des modules avec les CNIL, il ne doit pas y avoir de harcèlement, en fait, en quelque sorte, si la personne refuse là-dessus. Donc, effectivement, je pense que ce ne serait pas acceptable de ressolliciter, en tout cas, plusieurs fois par session, dans le cas d'un refus, et une acceptation, je conserve très longtemps le consentement. Non, ça effectivement. La CNIL a quand même clairement et plusieurs fois, notamment avec nous, exprimé le fait qu'il y aurait de ce côté-là des possibilités d'adaptation au cas par cas, parce que quand vous êtes un éditeur de contenu, que voilà, votre modèle de monétisation dépend des cookies, ça n'est pas la même chose que quand vous êtes un site B2B par exemple, pour lequel en fait les cookies ont une importance, je dirais, moindre ou relative, et donc il faut aussi avoir ces différences-là en tête dans la façon dont vous paramétrez ces éléments. En principe, c'est l'égalité, donc durée de conservation du refus aussi longue que la durée d'acceptation. Par contre, dans la pratique, il peut y avoir des exceptions à cette règle. Tout à fait. Merci Romain pour le complément. Slide d'après. Donc ensuite, ça c'est marqué de façon assez claire. Donc quels sont les traceurs qui sont exemptés de consentement? Donc bien sûr, tout ce qui est traceur stockant la valeur du consentement, donc les consent management platforms qui permettent notamment de stocker et de conserver le choix. Tout ce qui va être traceur destiné à l'authentification, et dedans la CNIL, mais aussi tout ce qui est traceur qui permettent de par exemple, tout ce qui va être de l'anti-crawling, des systèmes de protection des sites Internet pour limiter le nombre de tentatives de connexion, les traceurs sur les paniers d'achat pour conserver le panier d'achat. Donc, on ne va pas tous les dérouler. Il y a également un traceur qui est pas listé ici, qui est celui qui aide les éditeurs à compter le nombre d'articles et à les plafonner. Donc, l'idée, c'est que tout ce qui est nécessaire à la bonne utilisation du site Internet ou même des traceurs d'analytics qui permettent de suivre la performance du site, de détecter les problèmes de navigation, tout ça, c'est OK puisque c'est nécessaire. Par contre, tout ce qui ne va pas être exempté, c'est tout ce qui n'est pas vital pour avoir une bonne expérience utilisateur et le bon fonctionnement du site. Donc, tout ce qui va être publicité personnalisé, tout ce qui va être également traceur et partage de données avec les réseaux sociaux, et tout ce qui va être également l'A/B testing. Donc ça, il y a une position qui est quand même assez claire là-dessus. Il y aurait des conditions extrêmement strictes pour pouvoir appliquer de l'A/B testing, donc qui est aujourd'hui soumis clairement à consentement. Slide d'après, s'il te plaît, Yannick. Hop. Voilà, donc maintenant, il y a cette période de encore 2 mois pour se dire quelle est la meilleure implémentation pour moi. Est-ce que je suis obligé d'avoir toujours ce bouton « Tout refuser » ? Donc, on l'a vu sur ce mock-up qui est assez intéressant à gauche, où on a le continuer sans accepter en haut à droite. Donc, il va y avoir une certaine ouverture, il peut y avoir un peu de créativité tout en restant
bien sûr, dans ce cadre, puisque les lignes directrices sont quand même assez claires. Deuxième point, c'est sur l'existence, en tout cas, et les apports d'un framework, puisqu'il y a un certain nombre d'entre vous qui utilisent le framework de l'IAB pour transmettre tout ce qui est chaîne de consentement à un écosystème de partenaires avec lequel vous travaillez pour la publicité et autres. Donc, il y a la reconnaissance des apports de ce standard, mais il n'y a pas une validation formelle du TCF. Donc, la CNIL ne se prononce pas clairement sur ce framework. Et enfin, sur la mutuation du consentement, tout ce qui est consentement cross-device, en se disant, est-ce que si je collecte le consentement sur web et que j'indique que c'est également valable pour mobile, est-ce que ça fonctionne? Pareil, pour l'instant, la question n'est pas complètement tranchée de savoir si on peut utiliser un consentement qui va être persistant et le collecter sur un device pour que ce soit valable sur une autre session navigateur, un autre appareil. Slide. Voilà. Et sur la partie cookie wall, qui est quand même très intéressante, il y a beaucoup de questions là-dessus. Donc, le Conseil d'État a clairement affirmé en juin que la CNIL n'avait pas l'autorité pour interdire la cookie wall. Donc, ça ne veut pas dire que le cookie wall, c'est validé. Ça veut juste dire que la CNIL n'a pas l'autorité pour dire que c'est interdit. Donc, en fait, ce qu'on peut voir dans ces recommandations et lignes directrices, c'est qu'il va y avoir un traitement au cas par cas sur la partie cookie wall. Donc, on ne sait pas exactement comment ils vont pouvoir être envisagés puisqu'on n'a pas de mock-up précis là-dessus. Mais tant que finalement, ça reste suffisamment clair, le cookie wall n'est pas complètement écarté. Donc, nous, on travaille également en interne sur plusieurs situations. Est-ce qu'on va avoir un cookie wall directement? Est-ce qu'on peut envisager le cookie wall en 2 temps? J'ai ma bannière de gestion du consentement et en fonction de mon choix, par exemple, si je refuse, je n'ai pas accès à la même richesse d'informations. Donc, en tout cas, il y a des solutions là-dessus et ce sera adapté au cas par cas. Comme le disait Romain très justement avant, les implémentations qu'on va mettre en place seront très liées à son industrie et à son activité principale. Il n'y aura pas les mêmes, à mon avis, tolérances sur un éditeur de presse que sur un site e-commerce ou autre. Donc ça, c'est un exemple de cookie wall. L'Allemagne est quand même un des pays qui a été les plus avancés et qui en a déployé le plus possible. Donc voilà à quoi ça peut ressembler. Un cookie wall, c'est l'idée de se dire, soit vous acceptez les cookies et dans ces cas-là, vous avez accès à tout le site Internet, soit vous décidez de directement souscrire à un abonnement. Voilà, il peut y avoir également des troisièmes fois qu'on peut voir dans lesquelles vous avez une expérience qui va être, on va dire, dégradée entre guillemets, dans lesquelles vous avez une information qui est beaucoup plus partielle. Super, merci Raphaël. Je vois, il y avait beaucoup de questions, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Est-ce que je peux juste présenter la oui. semaine d'après avant et après on dédie tout le reste aux questions? Ok, super, faisons ça. Merci. Du coup, vendredi prochain, avant que je laisse la discussion ouverte aux questions, et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup sur beaucoup de sujets, notamment Google, Limited Ads, l'intérêt légitime, etc. Sachez que la semaine prochaine, on sera avec Guillaume Ozol de Columbus Consulting, Damien et moi, et on parlera du même sujet. Mais si vous avez des questions, notamment sur le cross-device, la TV connectée, les traceurs sur la TV connectée, ou tout autre sujet, les mêmes que ceux qu'on a abordés, vous pourrez venir la semaine prochaine. Et puis voilà, je m'arrête là. On peut laisser maintenant la discussion en question. Donc Romain, je te rends la parole. Oui, alors je vais prendre les questions par vote. Comme ça, voilà, on se concentrera d'abord sur les questions les plus pertinentes pour tout le monde. Donc, question de Ludovic. Aujourd'hui, Google a mis en place complètement son outil Limited Ads, mais pour son utilisation, il faut que l'éditeur vérifie qu'il a obtenu le consentement du user pour les purposes 2, 7, 9 et 10, à défaut de consentement que l'éditeur impose par l'utilisation de l'intérêt légitime. Donc ça, la question, c'est vraiment quid de Google dans ce dispositif de recueil du consentement. Effectivement, donc là, Ludovic fait référence au fait que Google fait partie du Transparency and Consent Framework de l'IAB. Donc, Google permet de récupérer le consentement d'un éditeur de site au travers de ce standard qui a été porté par l'industrie et donc l'IAB Europe. Et donc, les finalités 2, 7, 9 et 10 sont des finalités standards de ce framework.
Donc Google indique qu'il peut avoir des bases légitimes flexibles sur ces finalités, donc à la fois le consentement et l'intérêt légitime. Ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que dans tous les cas, en fait, Google a besoin du consentement pour la finalité 1, qui est la finalité dite e-privacy, c'est la finalité, le consentement cookie, qui est, je pense, le plus fondamental pour opérer. Donc ça veut dire que sans consentement pour les cookies, de toute façon, Google aura beaucoup de mal à intervenir. Et je pense que, pour avoir échangé avec Google, ce sont des sujets qui sont encore pas tout à fait clairs, parce que la pertinence de l'intérêt légitime comme base légale pour toutes les finalités liées à la publicité est très discutable. Si on regarde tous les avis de l'Autorité européenne de protection des données, donc le regroupement de toutes les CNIL européennes, dans tous leurs avis des dernières années, c'est clairement écarté comme base légale envisageable. Donc ça, c'est ce que disent les autorités de protection des données. Je pense que c'est une question qui se tranchera très vraisemblablement, soit au niveau du Conseil d'État en France, soit au niveau de la Cour européenne de justice, parce que l'analyse du texte de la loi, donc du RGPD, par les acteurs en présence, Google et les autres acteurs de l'industrie publicitaire, diverge considérablement de l'analyse qu'en fait le régulateur, donc la CNIL, en l'occurrence en France. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Je pense qu'il y a des positions tenues par les acteurs qui s'appuient sur une interprétation particulière du RGPD, qui sont très divergentes de leur interprétation par les autorités de protection des données. Donc, je dirais, c'est en tant qu'éditeur de site, publisher ou même éditeur de site, e-commerçant, etc., il y a une part de risque à s'appuyer sur l'intérêt légitime comme base légale, parce que la question n'est pas tout à fait claire. Donc c'est un risque qui va être plus ou moins acceptable en fonction de votre entreprise. Mais je dirais le risque, si on doit le décrire, c'est le suivant. La CNIL vient vous voir, dit non, ça n'est pas une base l'intérêt légitime n'est pas une base légale valable pour ces finalités. Je vous sanctionne, et que pour lever cette sanction et prouver que vous êtes dans votre bon droit, vous soyez obligé de franchir tous les échelons juridiques jusqu'au Conseil d'État ou la Cour européenne de justice pour avoir la réponse finale à cette question. Donc il faut pas, si vous souhaitez prendre le risque de servir de lièvre pour trancher cette question, c'est tout à fait possible. De mon point de vue, en France en tout cas, c'est un risque qui est quand même assez important, parce que la CNIL est très très claire sur ces sujets. Le TCF, le framework, vous permet en tant que participant d'imposer des restrictions sur les bases légales utilisées par les vendors, donc de vous appuyer sur le consentement. Ça, c'est une position qui est sûre et qui ne vous exposera pas au risque que je viens de décrire. Mais chaque entreprise reste libre d'interpréter le RGPD comme elle l'entend. Et donc, de ce point de vue, en tout cas, nous, en tant que fournisseur de solutions, on est vraiment juste là pour vous exposer le sujet clairement, et que vous puissiez faire vos choix en connaissance de cause. Deuxième question qui est remontée: le bouton « Tout refuser » peut-il être mis sur la seconde page de la bannière après avoir cliqué sur « Gérer mes choix » Des vraies contre-indications. Alors la réponse est non, dans le sens où il faut, sur le premier écran, un dispositif qui permette de refuser. Alors c'est là où la CNIL a un peu surpris tout le monde avec le mock-up qu'on vous a présenté, qui est de dire un bouton « J'accepte », un bouton « Je paramètre mes choix » et un lien que la CNIL met en haut à droite de la notice « Continuer sans accepter ». Quand on interroge la CNIL, dans l'esprit de la CNIL, ça respecte le principe de symétrie, dans le sens où tant que les cookies ne sont ni lus ni déposés avant que l'utilisateur ait interagi avec la notice, je dirais, vous êtes tranquille en tant qu'éditeur de site. Mais ce qu'on voit bien, c'est que dans la pratique, il y a un bouton tout refuser qui s'appelle ici continuer sans accepter, qui peut être proposé à l'utilisateur. Il n'est pas dit que ce soit une option qui soit pertinente. Enfin, je pense qu'il est encore un peu tôt pour le savoir. Ce qu'il faut dire de ce côté-là, c'est que je pense que les internautes sont aussi en train de s'éduquer à toute vitesse sur ces sujets, et comprennent de mieux en mieux le fait qu'ils doivent avoir ce choix-là dès le premier écran.
Et donc, on voit quand même aussi une prime à l'honnêteté, à la transparence sur ces sujets. C'est-à-dire, dès lors que vous devez mettre un bouton tout refuser en premier écran, je pense qu'il est très important de le faire clairement pour ne pas justement induire l'utilisateur en erreur, ce qui pourrait être assez préjudiciable sur un certain nombre d'utilisateurs très sensibles à ces questions. Sachant que pour beaucoup de vos internautes, le fait de leur proposer le choix, de leur proposer honnêtement et clairement, va les conduire à vous faire confiance et à cliquer sur le bouton tout accepter. Donc on observe ça de façon assez nette, nous les premiers, sur ces questions. J'ai lu, alors les questions bougent. Les cookies de mesure d'audience étaient exemptés de consentement dans une certaine mesure. Quid de Google Analytics? Alors, pour être exempté, il y a un certain nombre de critères à respecter. Et en tout cas, quand on interroge la CNIL, ce qu'on a fait il y a la semaine dernière sur ce sujet, du point de vue de la CNIL, Google, du fait de sa position juridique vis-à-vis de ses clients, ne peut pas bénéficier d'exemption. Donc, c'est pas tant une question, je dirais, de paramétrage de Google Analytics que de statut de Google dans sa relation avec vous en tant que responsable de traitement. Donc c'est une question un peu technique et juridique qu'il faut avoir en tête. Donc, pour le moment, je dirais non, sauf à voilà, vraiment se creuser les méninges et aller voir Google et à probablement renégocier votre contrat. Donc non pour Google Analytics. C'est une question qu'il faut surveiller de près parce que il est très très vraisemblable que ça évolue assez rapidement. Et que donc voilà, il faut peut-être ne pas partir sur cette exemption de l'analytics dans un premier temps, mais continuer de surveiller le sujet parce que je vois mal Google ne pas faire cet effort-là assez vite. Ça paraîtrait assez logique. Et par ailleurs, il y a des alternatives qui existent à Google Analytics qui permettent, pour le coup, de bénéficier d'exemptions. Ce qu'il faut bien dire, c'est que l'analytics exempté, c'est pas l'analytics tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, donc c'est quand même un analytics plus limité, qui va être concentré sur la session. Donc c'est mieux que rien, je dirais, mais c'est probablement assez loin de l'analytics que vous avez tous l'habitude de voir. Ce qui pose aussi la question de comment générer des données intéressantes sur les comportements sur son site autrement qu'en utilisant de l'analytics. Donc nous, voilà, on mène pas mal d'expériences sur voilà, comment est-ce que, à travers de l'architecture du site, la façon dont on construit les landing pages, les différents contextes, différentes façons d'interagir avec le site, on arrive à en retirer une bonne compréhension des parcours. Donc ça, c'est aussi un nouveau champ, je dirais, de travail pour tous les experts digitaux, que de bien penser ces sujets-là. C'est-à-dire même sans analytics, en fait, on peut en apprendre beaucoup sur ces visiteurs. Question de Ludovic sur Google a mis en place complètement son outil Limited Ads, mais pour son utilisation, il faut que l'utilisateur vérifie qu'il a obtenu le consentement. Oui, alors ça, on a déjà répondu. Face aux contraintes que nous impose Google Ad Server, notamment concernant l'intérêt légitime, quelle est la position exacte de la CNIL? Car refuser tout, c'est également refuser l'intérêt légitime. C'est alors chez Didomi, par défaut, effectivement, quand l'utilisateur refuse tout, on refuse également toutes les finalités en intérêt légitime. Alors ça, je dirais, c'est notre position par défaut qui nous semble être la plus honnête vis-à-vis des utilisateurs. Quand quelqu'un aujourd'hui fait l'effort de refuser tout, c'est-à-dire souvent se rend sur le second niveau et indique explicitement qu'il ne souhaite pas que ces données soient traitées pour les finalités qui lui sont proposées, ça paraît quand même compliqué enfin, qui découvre ensuite plus tard qu'un certain nombre de ces finalités étaient quand même activées parce que fonctionnant sur la base légale de l'intérêt légitime, chose qu'il ne comprend pas et qui est extrêmement dur à lui expliquer. Alors, je pense que cette analyse-là, elle peut varier. C'est-à-dire, si vous proposez en premier écran un choix symétrique et que vous indiquez clairement que un certain nombre de choses vont quand même se passer liées à la publicité ou autre, et que il peut simplement s'y opposer en se rendant sur cette page-là, je pense que ça peut légèrement changer cette analyse.
dans mon esprit, les gens qui refusent tout, c'est qu'ils ne comprennent pas la valeur du service que vous allez pouvoir leur apporter avec plus de données personnelles. Et donc, peut-être que la question se porte plutôt sur ce sujet-là, donc sur l'information, sur le fait que voilà, les choses ne sont pas suffisamment claires dans l'esprit de vos visiteurs, que sur je dirais, les modalités techniques de mise en œuvre. Donc, ça nous rapproche beaucoup de toute la question liée au cookie wall, paywall, c'est-à-dire comment est-ce que je montre la valeur au fond à l'utilisateur d'exploiter ses données personnelles. Et ça, c'est voilà, un grand sujet de travail pour tout le monde. Donc, pour répondre très simplement, de notre point de vue, et c'est la configuration par défaut, quelqu'un qui indique refuser tout, il vaut mieux le respecter parce que c'est sinon s'exposer à des désagréments, des utilisateurs pas contents qui ensuite lancent des tweets énervés sur le fait que vous ne respectez pas leur choix avec en copie la CNIL. Donc ça, c'est le risque tel qu'on l'a vu parfois se matérialiser. Mais encore une fois, je pense que ça reste très très lié à la façon dont les choses sont mises en place aujourd'hui et l'absence de symétrie de choix dès le premier niveau qui fait que c'est peut-être plus dur de faire comprendre ça aussi à l'utilisateur à ce stade. Question sur Google Analytics. Google a mis en place un consent mode en version bêta qui permettra d'être conforme en ne collectant aucune donnée personnelle avant consentement. Le connaissez-vous? La réponse est oui. D'ailleurs, nous travaillons activement à l'intégrer dans Didomi. Donc, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement intéressant et justement positif dans le sens où on voit bien que Google avance sur ces sujets et réfléchit à comment proposer des manières dégradées d'utiliser tous les outils Google. Donc c'est très positif. Je pense que voilà, ça prouve que tout le monde avance dans le bon sens et que très vite ces questions, enfin ces difficultés-là devraient se résorber, c'est-à-dire en ayant clairement des solutions qui soient bien paramétrables quand elles ne disposent pas du consentement, va simplifier considérablement votre travail, vous, de recueil du consentement de l'autre côté. Est-ce qu'il peut y avoir une différence de traitement pour l'exemption entre Google Analytics et Google Analytics 360 ? Alors, je ne peux pas dire non à cette question. En fait, je pense que la question, c'est plutôt que dit votre contrat Google Analytics 360 et comment avez-vous configuré Google Analytics 360 et voilà. Et dans ces conditions, vous allez peut-être être en mesure de respecter les critères de l'exemption qui sont assez stricts. Mais il faut vraiment regarder précisément et au cas par cas et éventuellement vous faire entourer. Enfin, c'est clairement la réponse est surtout juridique. Hein, donc, je pense que voilà, c'est un expert juridique pourra vous aider à trancher cette question. Romain, j'ai une question. À quel type d'amende ou de sanction on peut s'attendre si on ne respecte pas les recommandations, imaginons au 2 avril, et est-ce que c'est plutôt du risque d'image, du risque financier, les deux? Voilà, quel est le risque pour une entreprise? Alors, il y a le risque théorique, hein, c'est les amendes RGPD jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global ou 20 millions, c'est le plus grand des deux. Donc ça, c'est un risque qui ne s'est jamais matérialisé aujourd'hui. Hein, même des Google n'ont pas eu d'amende de 4% du chiffre d'affaires global à date. Donc, ce que je pense, c'est que plus le temps passe, plus les autorités de protection des données vont avoir tendance à marquer le coup. La CNIL a quand même fait preuve de beaucoup de bienveillance et d'ouverture sur ces sujets. Donc on va bientôt être à 3 ans de la mise en œuvre du RGPD qui faisait déjà qui était déjà précédé par 2 ans de période de transition. Donc en fait au bout d'un moment, je pense que la sanction va être inévitable pour s'assurer que les changements s'opèrent bien. Et donc pour moi, je pense que la CNIL va procéder à un certain nombre de sanctions plutôt dures. Alors peut-être pas dans les proportions maximales du RGPD, mais en tout cas dures au niveau d'un acteur français
financièrement. Et par ailleurs, je pense qu'il y aura du bruit fait autour de ces amendes. Et donc le risque de réputation est clairement massif. On voit une entreprise comme Nestor, 20 000 euros, au fond, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais c'est peu pour beaucoup d'entreprises. Par contre, le fait d'avoir son nom brandi sur les unes de tous les journaux comme étendard de ce qu'il ne faut pas faire, c'est extrêmement préjudiciable pour la marque, pour la réputation, et c'est des traces qui sont difficiles à effacer quand même. Et voilà, qui sont aussi très durs à vivre, je pense, pour tous les acteurs impliqués qui parfois font preuve de bonne volonté pour se conformer. Donc voilà, pour moi, le risque il est principalement de réputation, et pour les équipes concernées qui vont quand même qui risquent de souffrir pas mal en cas de sanction. Quid des autres traceurs de mesure d'audience? Donc, par rapport à l'exemption, j'imagine, en fait, les critères de l'exemption sont assez clairs. C'est tous les cookies nécessaires, strictement nécessaires à la navigation. Et donc, en fait, dans mesure d'audience, il y a déjà un mot de trop, c'est audience. Le mot audience induit plus ou moins le fait de traquer les gens, c'est-à-dire de s'intéresser à leur origine, de s'intéresser à leur parcours sur site, puis ensuite. Je pense que si on parle vraiment de traceurs d'analytics, on peut y inclure de l'analytics très technique sur la qualité de l'expérience sur le site, etc. Et qui, eux, sont des traceurs qui, naturellement, sont plus à même de bénéficier d'exemptions. Donc, il faut bien essayer de faire la distinction entre ce qui va concerner les individus, les unique monthly visitors. Voilà, dès qu'il y a le terme unique, en fait, vous allez commencer à avoir de l'analytique qui sort a priori de l'exemption. Enfin, qui sort de l'exemption même pas a priori. Pourquoi ne peut-on pas créer des catégories pour regrouper les finalités sur les applis? Est-ce que cela sera corrigé? Merci. Alors ça, c'est très spécifique à Didomi, effectivement. Alors la raison, elle est très simple en fait. C'est une fonctionnalité qui n'a jamais été mise en place parce qu'on a juste regardé les usages, et je crois qu'aujourd'hui, 0,5% des gens accèdent au deuxième niveau de consentement dans une application mobile. Donc en fait, ce sont des efforts très très importants pour 0,5% des gens qui de toute façon sont les gens les plus sensibles et qui vont pas forcément, préfèrent au fond avoir l'information exhaustive en deuxième niveau. Donc je pense qu'il faut vraiment, sur tous ces sujets de parcours de consentement, regarder vraiment dans la pratique qui est concerné et quel est l'objectif à atteindre. Et donc, nous, c'est pour ça que on a concentré nos efforts sur l'application mobile sur d'autres pans qui nous paraissaient plus critiques pour nos clients. Bien entendu, ça sera voilà, on va un jour proposer cette fonctionnalité-là dans les prochains mois, et vous pourrez bien sûr en bénéficier. Mais en termes d'usage, en fait, on a remarqué, et donc on a décidé de moins prioriser ça par rapport à d'autres sujets. Peut-on proposer l'intérêt légitime en opt-out, donc validé d'office sur un webmail? Alors, peut-être qu'il faudrait préciser cette question. Mais donc ça, on sort du consentement. Alors on sort peut-être pas du consentement lié au traceur. C'est à voir. Donc la vraie question, c'est est-ce que on parle de traceurs qui donc tomberait sous le champ de ces recommandations, ou si on parle d'un consentement lié à un autre traitement de données de type prospection. À ce moment-là, on sort complètement du champ de ces recommandations et on tombe dans le champ RGPD avec voilà, d'autres contraintes, mais sur lesquelles on peut tout à fait regarder le sujet ensemble et voir en termes de solutions ce qui serait possible.
Est-ce que la symétrie de choix est une obligation ou une simple préconisation? Alors j'ai l'impression que l'ordre des questions change, donc peut-être qu'il y en a sur lesquels je suis déjà passé. Est-ce qu'un choix accepté, gérer mes choix est acceptable? C'est acceptable si vous avez quelque part sur la notice la possibilité claire pour l'utilisateur de refuser, donc soit un bouton refuser, soit un bouton continuer sans accepter, avec en termes d'effet le même résultat qui est pas de cookie ou de traceur qui soit lu ou déposé. Donc il faut cette capacité à voilà, ne pas consentir en fait. Smart et d'autres partenaires, type Previt par exemple, ne demandent pas la validation de ces purposes, quelle que soit la méthode. Leur justification est dans le fait qu'une CMP n'est pas un adblocker et que ce purpose est mal nommé. Donc le purpose publicité standard, en réalité, il couvrirait des ciblages simples, non personnalisés. Oui, ça, je suis assez d'accord. Donc c'est donc la finalité qui s'appelle sélectionner des publicités standards, qui peut laisser penser à l'utilisateur que s'il refuse, il n'aura pas de publicité. Et je pense qu'effectivement, là, il y a une qualité d'information qui n'est pas tout à fait au niveau. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si vous refusez tous les traceurs et si vous vous opposez aux finalités publicitaires liées au Transparency and Consent Framework, juridiquement et techniquement, vous allez avoir de la publicité. Vous pouvez continuer à avoir de la publicité. Après, l'éditeur, le publisher peut choisir ou non de le faire, mais en tout cas, il n'y a rien qui interdit la publicité sur un site. C'est juste que ce sera de la publicité qui reposera sur d'autres modes déjà de mise en place que la publicité habituelle, programmatique, pré-bid, etc. Mais voilà, ça c'est un point important et en fait, il est parfaitement dans le bon droit du publisher de faire de la publicité sur son site. Alors j'ai juste, Romain, j'ai Ludovic qui essaye de poser une question et qui préfère entrer sur scène, donc je l'ai invité. Donc Ludovic, si vous arrivez à entrer sur scène, vous avez été invité. Voilà, se prépare, j'ai un petit label. Comme ça, il pourra préciser sa question. Super. Allô? Oui, bonjour. Alors merci Yannick, mais du coup en fait Romain vient de répondre à ma question. Je demandais juste en fait parce que comment dire, votre module limite à 300 caractères et du coup c'est vrai que quand on a une question un tout petit peu longue en explication initiale, du coup ça crée des petits bouts partout qui deviennent incompréhensibles. On fera remonter ça à Livestorm. D'accord. Mais du coup, alors merci Romain. Effectivement, du coup, on est bien d'accord, clairement, que ce Purpose, il est très mal nommé. Parce que là, ça fait 1 an que tout le monde parle de ce Purpose et que là, enfin, pour ma part, c'est la première fois que j'entends un écho différent de celui de sa simple traduction, j'ai envie de dire. Alors, en fait, je ne sais pas si c'est seulement le fait qu'il est mal nommé, c'est qu'il utilise des termes approximatifs. Et pour moi, c'est le sélectionné qui pose problème. Même, il y a plusieurs choses qui posent problème, mais publicité standard est très flou, peut vouloir dire beaucoup de choses. Et le terme sélectionné également introduit l'idée que il y a un mécanisme de décision sur la nature de la publicité qui va se produire et qui fait que voilà, je pense que dans l'esprit de l'utilisateur, on introduit l'idée fausse que quand il refuse, il n'aura pas de publicité. Et donc pour moi, il faut absolument retravailler ce message-là et préciser l'information qui est apportée. Parce que clairement, quand on regarde un peu plus en détail ce que couvre cette finalité-là, utilisation des informations en temps réel sur le contexte dans lequel la publicité sera affichée. Donc voilà, pareil, le diable est dans les détails. Le contexte, ça peut être beaucoup de choses.
est-ce que c'est uniquement un contexte lié au site ou est-ce que c'est un contexte lié à d'autres éléments plutôt liés à la personne qui regarde ce site? Est-ce qu'il y a une forme de personnalisation derrière cette idée? Donc pour moi, tant que ça n'est pas clairement écarté dans la définition, le doute subsiste. Même si les partenaires, ensuite il est indiqué plus bas, les partenaires ne peuvent pas créer un profil publicitaire personnalisé à l'aide de ces informations. Mais là, on parle de profil publicitaire personnalisé. Et pareil, c'est encore flou. Est-ce qu'on peut pas faire de profil publicitaire tout court? C'est-à-dire pas raisonner même en termes de segment, où c'est juste un profil publicitaire personnalisé, qui serait individualisé. Donc voilà, je pense que l'industrie publicitaire globalement a encore un peu de travail pour raffiner ses pratiques. Et je pense que c'est nous, c'est un travail auquel on contribue, on participe, on est partie prenante du Transparency and Consent Framework, et on voit bien ces sujets-là qui remontent. C'est aujourd'hui des centaines de vendors qu'il faut aligner, mobiliser, donc ça prend un peu de temps. Alors les versions se succèdent, hein. Donc là on est à la version 2.1 du TCF, qui va un peu plus loin que la 2.0 de l'été dernier. Donc par exemple, à partir de maintenant, sur tous les profils des vendors, vous retrouverez une information détaillée liée aux traceurs qu'ils utilisent, au nom de domaine sous lesquels ils les déposent, à la durée de ces traceurs. Donc un énorme progrès en termes d'information sur ce que font effectivement ces vendors qui va être apporté à l'utilisateur. Je pense que sur la question des finalités, il reste encore un peu de travail. Mais c'est un travail qui n'est pas simple parce que je pense qu'il n'y a pas d'harmonisation de l'activité de chacun de ces vendors au niveau de l'industrie. Et donc, ils ont tous un peu une interprétation diverse, voire contradictoire en fonction de leur activité et de leurs intérêts. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai vu une question sur Piwik. Savez-vous si Piwik est exempt? Il faut regarder la configuration de votre Piwik et vérifier que ça respecte les critères de l'exemption. Généralement, ces solutions comme AT Internet, Piwik ou d'autres ont fait ce travail-là justement d'analyse des lignes directrices et des recommandations pour adapter leurs solutions et peuvent généralement vous fournir un mode dégradé. Alors, dans le cas de Piwik, on ne le rencontre pas beaucoup sur le marché français. On a peut-être un peu moins d'expérience, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va se développer de plus en plus, dans le sens où il y a une sorte d'appel d'air pour des solutions d'analytics exemptées qui est en train d'arriver. Et naturellement, des solutions comme Piwik sont assez bien positionnées pour le faire. Ou AT Internet en France. Mais je vois des choses s'afficher à l'écran. Je ne sais pas si... Alors, je pense que c'est vous deux ou moi qui clique sur des boutons sans faire exprès, donc ça doit être... Ah oui, ok. Donc merci Raphaël de répondre à certaines questions dans le chat, c'est utile. On va essayer d'encourager ça dans les sessions futures, comme ça on a un échange dans les différents côtés pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Peut-être Romain, tu peux prendre une dernière question et puis ensuite on clôture. Oui. Le replay sera rendu disponible à tout le monde. On va vous envoyer un mail et puis sur Livestorm, c'est disponible à vous tous et à ceux qui sont inscrits. Et puis voilà, après c'est toutes les semaines à 10h30, donc on aura le temps. Donc Romain, je te laisse clôturer à la fin et puis on finalisera ensuite. Ok, alors je vois plein de questions. Est-ce qu'il y a une question qui émerge qui couvrirait des aspects qu'on n'a pas trop traités? Je vois des questions liées au TCF, donc ça, on les a un peu couvertes. C'est des questions, enfin voilà, ça nécessiterait probablement une demi-heure pour décrire ce qu'est le TCF, ce qu'il n'est pas, et comment est-ce qu'on peut l'utiliser à bon escient aujourd'hui sur le marché.
Le TCF, ça n'est pas tout, hein. Il y a aussi beaucoup de vendors. Je vois d'ailleurs une question sur le CMP ne transmet pas les informations à toutes les agences marketing. Comment gérer ce cas? Effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui ne font pas partie de ce standard de consentement et qui donc sur lesquels il faut s'assurer qu'on prend correctement en compte le consentement de l'utilisateur et qu'on le distribue efficacement. Donc ça, pareil, on peut, enfin voilà, il y a plusieurs façons de faire ça et qu'on peut tout à fait parcourir ensemble si vous le souhaitez. Je vois aussi une distinction entre site de service et publisher. Donc effectivement, la nature du site va quand même aussi influer sur la façon dont vous allez mettre en place votre CMP. Et bien entendu, voilà, quand votre business model dépend de la publicité personnalisée, ça n'est pas du tout la même réalité, la même mise en place que quand vous êtes un site, par exemple B2B, comme on a pu le rencontrer dans cette session, sur lesquels les enjeux sont différents. Et donc ça, il faut bien le prendre en compte et ne pas répliquer ce que vous voyez sur d'autres sites qui ne vous ressemblent pas. Ça n'est probablement pas la meilleure façon d'approcher le sujet. Voilà, je propose qu'on conclue. Alors, sachez que donc, vous aurez cette session la semaine prochaine et toutes les semaines suivantes sur lesquelles vous pourrez de nouveau poser vos questions. Si vous en avez qui ont émergé ou sur lesquelles vous êtes encore insatisfait, n'hésitez pas à les faire remonter. On va les préparer sur les prochaines sessions. Donc, si vous êtes client d'Idomi, vous pouvez vous rapprocher de votre équipe Customer Success. Si vous n'êtes pas client d'Idomi, Raphaël ou moi, nous tenons à votre disposition pour prendre ces questions. N'hésitez pas et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et bon courage dans ces préparatifs si vous êtes encore dedans. En tout cas, nous, on est sur le pont pour vous aider. Merci pour la conclusion, Ludovic, qui dit si vous n'êtes pas client, devenez-le. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bon week-end. Au revoir.